Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur Radio Lomé. Ravi de vous retrouver dans ce magazine pluriel. Au sommaire, le forum des pharmaciens a pris fin hier avec quelques recommandations. Environ 1200 participants de 24 pays d'Afrique ont pris part aux travaux. De grands rendez-vous ce samedi sur le continent africain pendant que Niamey accueille la première session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Le Caire, de son côté, organise une conférence sur le Soudan. Curage des caniveaux et des bassins de rétention d'eau, des mécanismes mis en place au Togo pour faire face aux inondations, mais ces efforts sont souvent freinés par des déchets, des sachets plastiques. Pour en parler, nous recevons Tamakle Kofi Efui, directeur de communication de l'ANASAP. Le choix des séries avec l'approche par compétence APC retient également notre attention dans cette édition. C'est la principale question posée à notre deuxième invité, Djoua Belaou, conseillère d'orientation. Également dans l'agenda de ce samedi, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Bienvenue à tous, c'est l'actualité de la semaine. Le 23e forum des pharmaciens d'Afrique et de leurs partenaires, débuté depuis mercredi 3 juillet à Lomé, est achevé hier vendredi. Environ 1200 participants de 24 pays d'Afrique et d'Europe ont pris part aux travaux. Alice Berthe Barandao. Pendant 3 jours, comme jamais auparavant, des panels, communication scientifique et des conférences débats ont été savamment animés, de quoi permettre aux participants de se ressourcer davantage sur leur rôle d'acteurs de santé et de développement des pays, de la nécessité de disponibiliser des produits efficaces et de bonne qualité pour un accès universel et facile des populations. Pour lutter contre les faux médicaments qui continuent de gangréner nos sociétés, les pharmaciens jugent ultime de multiplier les efforts pour asseoir des industries locales des médicaments en Afrique. Des recommandations ont été ainsi faites à l'endroit de plusieurs instances. Professeur Dossim Sika, pharmacienne biologiste, enseignante à la faculté des sciences de la santé à l'université de Kara. Pour vraiment la mise en œuvre concrète et efficiente de l'assurance maladie universelle, il va falloir un engagement fort des États à accompagner le secteur pharmaceutique pour pouvoir disponibiliser sans rupture les médicaments et dispositifs médicaux afin que la population puisse être servie sans aucun souci. Nous recommandons aux cliniciens de pouvoir renforcer le cadre de discussion interordre et également de prescrire les médicaments sous dénomination commune internationale. Nous avons également élaboré des recommandations à l'endroit de nous-mêmes pharmaciens. Il va falloir que nous améliorons notre cadre de discussion avec les autres ordres professionnels, que nous nous engageons plus dans les décisions politiques afin de pouvoir orienter des décisions politiques pour l'amélioration du secteur pharmaceutique. Nous avons élaboré des recommandations pour la population puisque nous avons également observé que c'est souvent le manque d'information de la population qui entraîne souvent certaines infections, certaines maladies. Et donc nous leur recommandons de pouvoir s'orienter vers les officines de ville et les pharmacies des hôpitaux pour se servir en médicaments. Il ne faut pas qu'ils aillent prendre des médicaments de rue parce que ces médicaments leur créent plus de problèmes et les conséquences sont vraiment dramatiques. La production locale africaine est en retard. Donc de ce fait, nous avons fortement recommandé à nos États de nous accompagner, de créer peut-être des fonds pour pouvoir soutenir la production locale. C'est le ministre de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, qui a officiellement clôturé la rencontre sur une exhortation à fédérer les énergies afin de soulager la souffrance de l'humanité. Des distinctions ont été faites à l'endroit de plusieurs acteurs qui ont fait montre pour l'avancement du secteur pharmaceutique. Rendez-vous a été enfin pris en Tunisie comme prochain pays organisateur du forum en 2025. La journée de ce samedi est réservée aux activités culturelles avec la visite de quelques sites touristiques de notre pays.
Actualité à l'étranger, les chefs des juntes au pouvoir au Mali, colonel Assimi Goïta au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et au Niger, le général Abdourahmane Tiani se sont donné rendez-vous ce samedi à Niamey. C'est la première session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Sibyl Lonson. Cette rencontre est commentée à Abuja, capitale du Nigeria, où se tient demain dimanche un sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, organisation dont les juntes en question ont claqué la porte. Dans les rangs d'autres délégations déjà présentes à Abuja, le ton est plus mesuré. Il faut tenter encore une fois de convaincre les militaires au pouvoir à Bamako, à Niamey et à Ouagadougou, explique un diplomate. Son voisin de table va plus loin. Même si le retour au sein de la CEDEAO de ces pays n'est pas obtenu, nous devons envisager de signer des accords avec eux dans des domaines comme celui de la lutte contre le terrorisme et la libre circulation des biens et des personnes. Afin de trouver une solution sur ce dossier et sur d'autres, la présidence de la commission de la CEDEAO va proposer au sommet des chefs d'État d'Abuja la convocation prochaine d'un autre sommet, celui-là extraordinaire. Sibi, de l'autre côté, en Égypte, le Caire organise également ce samedi et dimanche une conférence sur le Soudan. La majorité des forces politiques soudanaises a salué cette initiative et a envoyé leur délégation au Caire. Nabara Nafara Noudar. Cette conférence fait suite à un appel du ministère égyptien des Affaires étrangères. Selon un communiqué du ministère, la conférence vise à convenir d'un accord qui va aboutir à un dialogue national et à un nouveau gouvernement pour réaliser une paix globale et pérenne au Soudan. La situation militaire et humanitaire sur le terrain se complique. Militaires et paramilitaires continuent à refuser de s'asseoir autour d'une même table. Les principales forces politiques soudanaises ont cependant répondu présentes à l'initiative égyptienne. La coalition Takdoum, le parti Ouman et la coalition démocratique, entre autres, ont annoncé leur participation. Le Caire, qui se limitait initialement aux partis proches de l'armée régulière, comme lors de la conférence de juillet 2023, a opéré une ouverture aux autres formations politiques en invitant pour la première fois les partis proches des FSR, les forces de soutien rapide du général Hemeti. Face à cette nouvelle stratégie égyptienne, l'armée soudanaise décline l'invitation. Pourtant, l'Égypte insiste sur la nécessité de mettre fin aux interventions étrangères. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères anticipe en mettant en garde. Aucune solution n'est possible en présence des interventions étrangères, a-t-il précisé. Merci. La suite de l'actualité internationale. Plusieurs localités ont été la cible des groupes armés terroristes dans différentes régions au Burkina Faso. Au cours de cette semaine, les forces armées ont dû intervenir grâce aux moyens aériens pour détruire des bases et repousser certaines attaques suite à une alerte faisant état d'une attaque contre la ville de Djibo et autres positions dans le Sahel. Les forces armées ont mené des frappes sur des zones abritant des terroristes selon l'agence d'information du Burkina Faso. Le candidat réformateur Massoud Pezeshkian a gagné le deuxième tour de la présidentielle en Iran devant l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Dans sa première prise de parole, il assure vouloir tendre la main de l'amitié à tout le monde. Présidentielle américaine, je suis candidat et je vais gagner à nouveau, a rassuré Joe Biden hier dans un discours très offensif. Je reste dans la course, je vais battre Donald Trump, a encore déclaré le président américain qui se bat pour sa survie politique depuis un débat raté le 27 juin face à son prédécesseur républicain. Dans la plupart des sociétés africaines, le divorce est généralement vécu comme source de marginalisation ou de relégation de la famille, de la femme plutôt. En Mauritanie, par contre, les femmes y voient plutôt l'occasion de s'autonomiser. Une fête est ainsi organisée par la famille de la divorcée. Comment comprendre cela? C'est l'objectif de ce dossier de Bakom Johnson. Dans de nombreuses cultures, le divorce est considéré comme échec et parfois stigmatisé. Mais en Mauritanie, non seulement c'est un événement banal, mais c'est l'occasion de faire une grande fête. Un moyen d'annoncer que la jeune divorcée est à nouveau libre et de faire un clin d'œil à d'éventuels prétendants. Depuis des siècles, les femmes se réunissent entre elles pour manger, chanter, danser à l'occasion des divorces. En effet, si l'on se marie pour le meilleur et pour le pire, en Mauritanie, on divorce aussi pour le meilleur
meilleur et pour le pire. Des estimations du taux de divorce donné dans la presse locale varient entre 42 et 49%. En tout cas, dans ce pays désertique de 4,3 millions d'habitants, le divorce est considéré comme quelque chose de normal et n'est pas mal vu par la société, même après 3 ou 4 reprises. Il y a de quoi surprendre quand on sait que la Mauritanie est une république islamique où sont imposées des règles religieuses très strictes. Rubrique invitée de ce magazine pluriel, Journée mondiale sans sac plastique. La célébration en cours cette semaine a pour objectif de sensibiliser les populations face aux problèmes qu'engendre l'utilisation des sacs en plastique. Au Togo, les efforts sont en cours pour le curage des caniveaux et bassins de rétention d'eau. Ces déchets sont pour la plupart des plastiques qui empêchent l'eau de couler. Pour tenter d'y remédier, nous recevons Tamakloé Kofi Efui, directeur de communication de l'ANASAP. Il est au micro de Florent Abi. Tamakloé Kofi, bonjour. Bonjour Florent. Les curages de bassins d'eau et de caniveaux sont en cours actuellement dans le Grand Lomé. Que constate ANASAP lors de ces curages? Merci beaucoup. Nous voudrons profiter de l'occasion que nous offre Radio Lomé pour saluer cette semaine-là qui met l'accent sur tout ce qui se fait autour de la problématique des sachets plastiques. Je voudrais aussi saluer le gouvernement qui a accepté financer les curages de bassins d'eau et de caniveaux qui sont actuellement en cours dans le Grand Lomé. Ceci dans le souci de réduire les risques d'inondation, permettant d'augmenter la capacité de rétention des principaux bassins qui sont dans le Grand Lomé. Que constate l'ANASAP au cours de ces curages? Au cours de ces curages, on constate évidemment un grand ensablement et également le fait que nous rencontrons vraiment toutes sortes de déchets. Vous avez des matelas, des oreillers, bref, tous les déchets ménagers aujourd'hui se retrouvent dans les caniveaux et dans les bassins de rétention. Ce qui fait que quand l'eau vient, c'est difficile pour lui vraiment de pouvoir se frayer un chemin afin d'atteindre les bassins de rétention. Dans les bassins et caniveaux, la plupart des déchets concernent les plastiques. Que faire pour empêcher cela à l'avenir? Il faut d'abord noter que le Togo, depuis très longtemps, avait pris des décrets pour interdire l'utilisation et l'importation des sachets plastiques. Mais force est de constater que sur le terrain, cette mesure peine à être appliquée. Donc, au niveau de l'ANASAP, nous préconisons de prendre le problème par le bas, où il faut mettre en place des stratégies pour pouvoir plutôt éliminer les sachets plastiques qui sont utilisés au quotidien par le recyclage, puisque aujourd'hui, ces sachets-là ont une valeur ajoutée. C'est dans ce sens-là que nous avons lancé, par exemple, le projet Togo sans déchets plastiques en 2021, qui nous permet aujourd'hui d'acheter des sachets par rapport à certains kiosques que nous avons positionnés et de les revendre à des ONG qui sont dans le domaine du recyclage, qui à leur tour les transforment et produisent des granulats et qui sont vendus à l'extérieur. Et ces granulats-là, je précise qu'ils sont réintroduits dans le circuit de production de matières plastiques. Je parle par exemple des tuyaux PVC, des tuyaux de plomberie, des chaises plastiques, etc. Donc c'est ce paradigme-là que nous prônons aujourd'hui pour pouvoir contrer la prolifération des déchets plastiques dans les villes du Togo. Partout dans les rues, les déchets ne cessent de se multiplier. Que fait ANASAP pour avoir moins d'ordures ménagères? Merci beaucoup. J'aimerais profiter de cette question pour éclairer l'opinion nationale sur le schéma de gestion des déchets. Avec la décentralisation aujourd'hui, la précollecte est du ressort des communes. C'est les communes qui organisent la précollecte comme elles l'entendent en leur sein. Nous n'intervenons que sur le second volet, à savoir le transport des déchets que les communes ont précédemment ramenés au centre de transit ou dépotoir intermédiaire. Donc c'est de là-bas que nous prenons pour aller
au dépotoir final autorisé par le gouvernement qui est à Képé. Si les déchets prolifèrent dans la nature, dans nos quartiers, ou plutôt dans certains quartiers, je pense que c'est consécutif simplement à une mauvaise organisation de la collecte dans ces communes-là. Donc c'est le lieu de féliciter les communes qui font l'effort de bien organiser, mais d'exhorter aussi les communes dans lesquelles il y a des problèmes à faire l'effort de pouvoir juguler ces problèmes-là pour que les déchets ne se retrouvent pas dans la rue et que les citoyens puissent vraiment dénoncer cet état de choses. Sinon, nous, pour ce qui est de notre volet, nous nous en chargeons parfaitement et il n'y a pas de plainte majeure à ce souci. Merci. Je rappelle que nous recevons M. Tamekloé Kofi Efoui, directeur de communication de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Le projet qui consistait à l'utilisation des sachets plastiques biodégradables, qu'en est-il aujourd'hui? ANASAP n'a pas une action dans ce domaine, mais nous tous, nous sommes citoyens togolais, nous avons vu que les populations peinent à vraiment utiliser les sachets biodégradables pour plusieurs raisons, notamment la cherté selon les populations. Certains même considèrent les sachets plastiques de couleur blanche comme des sachets biodégradables. Mais c'est pourquoi nous disons que, cette incitation gouvernementale-là, il faut la maintenir. Mais à côté, de manière parallèle, il faut également développer les filières de recyclage des sachets qui ne sont pas biodégradables. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons arriver vraiment à juguler l'expansion des déchets plastiques ou des sachets plastiques qui chaque jour deviennent encore de plus nombreux. Avez-vous un message à l'endroit de la population? Retenons qu'un sachet plastique en moyenne dure 100 ans. 100 ans, mais ça veut dire qu'un sachet plastique aujourd'hui, non biodégradable, je précise, a une existence plus longue que même celle moyenne d'un être humain. Et les conséquences que ça cause aussi bien sûr la vie humaine et sur même la vie animale, nous le savons. C'est juste, je ne serai pas démagogue, je ne vais pas dire de ne pas utiliser les sachets plastiques, mais de limiter l'utilisation de ces sachets plastiques-là, d'utiliser les méthodes alternatives et surtout de pouvoir faire l'effort de recycler ces sachets, de les mettre à part, de les vendre pour que ces sachets plastiques puissent rentrer dans les circuits de recyclage qui existent aujourd'hui afin que ces sachets ne se retrouvent pas dans les rues, dans les caniveaux, pour pouvoir salir nos rues, pour pouvoir boucher nos caniveaux et empêcher l'eau de passer en période de pluie. Tel est mon message à l'occasion de cette semaine de sensibilisation contre l'utilisation des sachets plastiques. Je vous remercie. Monsieur Tamekloé Kofi, merci. Merci beaucoup à Radio Lomé pour cette opportunité qui a été donnée à la NASA. Parlons éducation à présent. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC ont été publiés il y a une semaine. Les admis vont accéder au lycée, c'est-à-dire aux diverses séries d'enseignement à l'heure de l'approche par compétences APC. Ces brevetés peuvent-ils facilement choisir n'importe quelle série? C'est la question principale posée à Madame Djoua Belaou, conseillère d'orientation, deuxième invitée de ce journal. Elle est au micro de Azonko Sename. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation scolaire. Dites-nous, que faut-il comprendre par orientation scolaire? L'orientation scolaire et professionnelle consiste à guider une personne dans le choix de filières de formation qui l'amèneront vers une insertion socio-professionnelle réussie. Ce choix doit se faire en tenant compte des aspirations, des aptitudes et des perspectives professionnelles du concerné. Quelle est son importance dans la réussite scolaire et dans la vie professionnelle? Elle est très importante dans la vie d'un apprenant parce qu'elle contribue à une meilleure adaptation scolaire. Vous voyez, lorsque les apprenants choisissent des séries et des métiers qui correspondent à leurs intérêts et à leurs compétences, ils sont plus susceptibles de réussir et de s'épanouir dans leur parcours académique. Et lorsqu'ils savent où ils vont, ils gagnent davantage en confiance en soi. Il convient de souligner également que l'orientation scolaire et professionnelle permet aux apprenants de se spécialiser dans les domaines en demande sur le marché de l'emploi. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui se sont rendus compte après des années de formation
que le domaine dans lequel ils se sont fait former n'a pas assez de débouchés. Et c'est difficile pour ces diplômés car il faut tout reprendre à zéro. Nombreux sont les élèves qui décrochent aujourd'hui leur diplôme de BPC sans savoir où aller, c'est-à-dire ils ne savent pas quelle série choisir. Il y en a aussi qui n'ont aucune idée lorsqu'on parle d'enseignement moderne ou technique. Qu'à cela ne tienne, quels sont les critères d'orientation ou profil adaptés à chaque série que les élèves ainsi que leurs parents devraient connaître? J'aimerais dire aux nouveaux brevetés que l'orientation scolaire après le BPC ne doit pas se faire par suivisme ni de façon aléatoire. Le bon choix de série ne se fait qu'après la prise en compte et l'analyse de 3 grands éléments tels que la connaissance de soi, la prise en compte de l'évolution du marché de l'emploi et enfin la connaissance des formations et des séries qui existent dans notre environnement. Alors, lorsque je dis la connaissance de soi, c'est le lieu pour les brevetés ou bien les diplômés de se poser des questions sur leur goût en matière de profession. Même si nous allons à l'école pour acquérir des connaissances, il faut qu'au final, ces connaissances nous permettent d'exercer une profession et c'est ça qui fera notre épanouissement plus tard dans la société. Donc, chaque apprenant doit se poser des questions sur son goût en matière de profession. Quelles sont ses aptitudes? Quelles sont ses performances scolaires? Dans quelle matière il se sent à l'aise? Tenu compte aussi de l'âge. Donc, ce sont ces questions que nous mettons dans la connaissance de soi. Ensuite, j'avais parlé tantôt du monde de l'emploi. Il faut tenir compte de l'évolution du marché de l'emploi. C'est-à-dire que le nouveau breveté doit faire une enquête professionnelle qui lui permettra de découvrir les métiers les plus prisés au Togo ou ailleurs. Et quelles sont les compétences requises? Quelles sont les conditions de travail? Ou encore, quels sont les critères d'embauche des entreprises? Et enfin, il faut faire une petite recherche sur les formations et les séries qui existent. Quelles sont les conditions d'accès de ces centres de formation ou bien de ces séries? Nous sommes à l'ère de l'APC, l'approche par les compétences dans l'enseignement primaire et secondaire au Togo. Les nouveaux brevetés peuvent-ils facilement opter pour n'importe quelle série ou encore quel type d'enseignement leur est dédié? Tout d'abord, l'approche par compétences désigne un modèle pédagogique qui se concentre sur l'accumulation des connaissances. L'accent est maintenant mis sur les connaissances théoriques, mais également sur les savoir-faire et le savoir-être de l'apprenant. Il convient de dire que l'APC est le modèle pédagogique qui cadre le mieux avec la politique de l'orientation au Togo. Cependant, le bon choix de série ne se fait qu'après la prise en compte des 3 critères cités précédemment. Y a-t-il une différence entre l'APC en vigueur dans l'enseignement moderne et celle de la technique? L'approche par compétences appliquée dans l'enseignement technique n'est pas différente de celle de l'enseignement général. Mais il convient de dire que par le passé, la méthode pédagogique appliquée dans l'enseignement technique s'apparentait à l'APC actuelle à travers la valorisation de l'aspect technique et pratique des apprentissages. Et vu les défis auxquels nous faisons face dans le monde du travail, je pense que tout apprenant doit développer des compétences. Dans 3 ans, ces nouveaux brevetés seront nantis d'un diplôme de baccalauréat 2e partie. Comment doivent-ils se prendre d'ores et déjà pour ne pas avoir de difficultés dès l'entame? Je les exhorte à élaborer dès à présent leur projet professionnel, à se donner à fond dans leurs études, à se concentrer pour pouvoir avoir de bonnes notes. Vous n'êtes pas sans savoir que les notes constituent un critère de sélection dans la plupart des facultés à l'université. Pour finir, j'invite les apprenants à se faire accompagner par les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle qui sont dans les directions régionales de l'éducation sur toute l'étendue du territoire. Et l'accompagnement se fait gratuitement. Rien n'est payant. Madame la conseillère, avez-vous un message à l'endroit de certains parents qui obligent leurs enfants à embrasser des séries qui pourraient leur créer des problèmes? Il y a également des proviseurs qui, eu égard à certaines notes obtenues par l'élève dans certaines matières au BPC, orientent maladroitement l'apprenant vers des séries qui ne devraient pas être la sienne.
Des études ont prouvé que lorsque l'orientation a été imposée à un enfant, celui-ci ne s'investit plus dans sa formation et risque de connaître l'échec scolaire. Ou encore, il peut finir la formation mais ne pas être épanoui dans sa vie professionnelle future. Nous encourageons les parents à établir un dialogue ouvert avec leurs enfants. Demander quels sont leurs intérêts, leurs passions et leurs aspirations. Le parent doit respecter le rythme de l'enfant, ne pas le précipiter dans son choix d'orientation. S'il arrivait que l'enfant change d'aspiration avec le temps, le parent devra être flexible et prêt à le soutenir. Les parents doivent inciter les enfants à participer à des stages, à des ateliers. Vous voyez, en vacances, au lieu de passer 2 mois à se divertir tout le long des vacances, il serait mieux de donner 1 mois à l'enfant pour son divertissement et le 2e mois qu'il fasse un petit stage d'observation auprès d'un professionnel. Comme ça lui permettra de toucher du doigt les réalités du monde du travail. Concernant les proviseurs qui orientent maladroitement les élèves dans certaines séries, j'aimerais leur dire que l'orientation scolaire et professionnelle ne doit pas se limiter qu'aux notes. Il y a d'autres facteurs à tenir en considération, par exemple les aspirations du jeune, ses motivations, etc. Merci beaucoup, Madame Joa Belaou. Je rappelle que vous êtes conseillère d'orientation et psychologue. C'est plutôt moi qui vous remercie. Dernière partie de cette édition, les Échos du Palais, la cour d'assises de Lomé a condamné à 10 ans de réclusion criminelle un homme accusé d'homicide volontaire. Il lui a reproché d'avoir poignardé à mort l'amant de sa copine. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Les faits se sont déroulés dans un village de Lavé. Le nommé Kossi Akoucha, 38 ans, poignarde un homme qui meurt des suites de ses blessures. Ce dernier, qui se trouve être son ami, couche avec celle avec qui il est en relation amoureuse. Selon le ministère public, il est accusé d'avoir donné la mort à son ami Malam Agoro Saïbou. Il a prétendu qu'il était allé surprendre son ami en train de faire l'amour avec sa copine. Malheureusement, il s'était servi d'un poignard. Anaré Maître Doji Gbadoué, représentant du ministère public. Selon le ministère public, les coups ayant été portés avec force à l'abdomen, une partie très sensible du corps, la cour a estimé que l'accusé voulait véritablement donner la mort. S'il était marié à la femme, on peut considérer cela comme une excuse atténuante, ce qui n'est pas le cas dans le dossier, a ajouté Maître Gbadoué. Kossi Akoucha est donc condamné pour homicide volontaire sur le fondement de l'article 165 du Code pénal. À samedi prochain. Sport football, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé hier la date limite de soumission des listes des joueurs pour les compétitions interclubs sur le continent. Les représentants togolais ASCO et ASK peuvent commencer les tractations pour désigner leurs meilleurs joueurs. Kilim Boyodi. L'instance fêtière du football africain a communiqué le 16 juillet comme étant la date butoir pour la soumission des listes des joueurs des clubs qui vont prendre part à la Ligue africaine des champions et à la Coupe CAF. C'était vendredi dernier lors d'une réunion. ASCO de Kara, sacré champion pour la 5e fois consécutive de la D1 Lonato, défendra les couleurs togolaises en Ligue des champions. L'autre club de la ville de Kara, ASCK, est qualifié pour la Coupe de la Confédération Coupe CAF. Les deux représentants n'ont que moins de 2 semaines pour faire parvenir leur liste de joueurs au siège de la CAF. Revue de presse à présent, principal titre à la une des parutions, le meilleur score enregistré par le Togo dans le classement de l'indice de développement humain IDH, Léontine Atogima. Le Togo a assuré fort, numéro 1 au sein de l'espace UMOA, titre Togo Matin. Économie et développement renchérit avec les propos de la ministre Sandra Ablamba Johnson. Le Togo, premier pays de l'espace UMOA pour son choix du développement centré sur l'homme. Le journal va plus loin en révélant le score 0,547 sur une échelle de notation allant de 0 à 1. Il poursuit et rappelle qu'en 2013, le pays avait un score de 0,495. Conclusion, selon le bimensuel, ce résultat montre une progression significative au fil des ans.
Togo Réveil abonde dans le même sens, économie et développement, en rassurant que ces chiffres et réalités ont été expliqués à la presse. Il est à noter que le Togo a été évalué pour ses actions dans les secteurs comme la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, l'énergie, l'agriculture, l'industrie, j'en passe. Dans tous ces domaines, les résultats témoignent des efforts constants du gouvernement togolais pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens selon les journaux. D'autres sujets développés par les parutions, le nouveau produit de la loterie nationale togolaise, Lonato. Le bâtisseur écrit Loto matinal, le produit double chance aux parieurs. Pour Libération, il s'agit, pour la Maison de la Chance, d'offrir plus de gains aux parieurs. Le tonnerre dans ces colonnes démontre plutôt l'envers du décor de cette multiplication des jeux de la Lonato. Du social à la politique, les journaux se sont aussi intéressés à la manifestation contre la nouvelle constitution de l'opposition togolaise. La remarque de Ouattara les vainqueurs est que les organisateurs peinent à mobiliser la population. Manifester pour exister ou se taire et disparaître, c'est la question que se pose Dunia Le Monde. Liberté et autres trouvent que les organisateurs de cette manifestation, professeur David Dossé et le Front Togo Debout, incarnent la résistance à la nouvelle constitution. Quel sera l'aboutissement de cette revendication, s'interroge la lanterne. Nécrologie pour terminer, notre confrère Fidel Mawena, décédé le 9 juin dernier, a été inhumé ce samedi à Gomé-Koussountou, dans la préfecture de Kloto. Parents, amis, collègues de service étaient là pour lui rendre un dernier hommage. Chants de circonstances, recueillements, cris de consternation, pleurs, lamentations sont entre autres les caractéristiques de la cérémonie d'inhumation de notre collègue. Fidel Mawena est admis à Radio Lomé en janvier 2003, où il a exercé jusqu'à son dernier souffle comme journaliste sportif, présentateur, producteur et animateur. Il a ainsi conquis le cœur des auditeurs à travers ses retransmissions de matchs, ses journaux ou encore ses émissions interactives. Fidel Mawena nous a quittés le 9 juin 2024 à la suite d'une courte maladie. Il avait 55 ans et restera jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont connu comme un homme simple, jovial, travailleur et combatif. Que la terre lui soit légère. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Ainsi se referme ce magazine pluriel de ce samedi. Merci pour votre attention. Le rappel des titres, le forum des pharmaciens a pris fin hier avec quelques recommandations. Environ 1200 participants de 24 pays d'Afrique ont pris part aux travaux. Deux grands rendez-vous ce samedi sur le continent africain pendant que Niamey accueille la première session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Le Caire, de son côté, organise une conférence sur le Soudan, curage des caniveaux et des bassins de rétention d'eau, des mécanismes mis en place au Togo pour faire face aux inondations. Mais ces efforts sont souvent freinés par des déchets, des sachets plastiques. Pour en parler, nous avons reçu Tamakle Kofi Efoué, directeur de communication de l'ANASAP. Le choix des séries avec l'approche par compétence APC retient également, bien sûr, a retenu notre attention dans cette édition. C'est la principale question posée à notre deuxième invité, Djoua Belaou, conseillère d'orientation. Et puis vous avez également suivi dans cette édition les échos du palais, les sports et la revue de presse. Reste à l'écoute, l'information continue.